Bonjour tout le monde. Bienvenue à la deuxième séance de notre série d'apprentissage virtuel du printemps, Démarrer votre carrière du bon pied, sur les plans d'apprentissage et évaluation de gestion de rendement. Donc, je m'appelle Maxime Claire-Pilon et je serai votre modératrice aujourd'hui. Juste une petite description physique de moi-même. Je suis une femme blanche aux yeux bruns avec des longs cheveux roux et des taches de rousseur. Je porte une chemise à carreaux bleu marine et blanc avec un cardigan beige et j'ai du rouge à lèvres rouge. Donc voilà. Veuillez noter que cette session se déroule en français. So please note that this session is being offered in French only. The English session is happening simultaneously from 1 to 2:30. If you were expecting English, perhaps hop off and join the other one. Vous pouvez également visionner les enregistrements de toutes nos sessions d'apprentissage, y compris la partie 1 de cette série, sur notre page YouTube. Je voudrais commencer en soulignant que je participe à cette séance virtuelle à partir du territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Bien que nous nous réunissions aujourd'hui dans un cadre virtuel, j'aimerais également reconnaître que les participants nous joignent aujourd'hui de partout à travers le pays sur des terres différentes. Je vous encourage tous à prendre un moment pour reconnaître la terre sur laquelle vous vous retrouvez. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton Q&A, donc questions et réponses, dans la langue officielle de votre choix, bien sûr. Vous pouvez voter pour les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde en cliquant sur le bouton pouce en l'air ou thumbs up. Comme toutes les sessions du RJFF, celle-ci est enregistrée. D'ailleurs, tous les enregistrements et la série de balados ou de podcasts peuvent être consultés à tout moment. Nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque session seront publiées sur notre page Wiki afin que vous puissiez les suivre à votre rythme et améliorer votre expérience d'apprentissage. Les autres ressources partagées lors de cette séance seront aussi disponibles sur la page Wiki sous la rubrique Ressources. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Un peu sur moi avant de continuer. Je suis analyste des politiques au secrétariat des institutions démocratiques au bureau du conseil privé et je suis également la coprésidente du réseau de perfectionnement professionnel du BCP. Donc, je me suis jointe à la fonction publique en tant qu'étudiante coop en 2018. Ça fait déjà un petit bout. Et depuis, j'ai beaucoup profité de mes stages et des activités d'apprentissage comme celle-ci pour m'épanouir en tant que jeune professionnelle. Alors, j'espère que vous allez vraiment aimer la session d'aujourd'hui puis la trouver très utile. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Cette séance vise à vous aider à acquérir une compréhension approfondie des évaluations de la gestion du rendement et de leur contribution à votre développement professionnel. Naviguer à travers les subtilités des ententes de rendement, déterminer les critères de succès professionnel et découvrir les stratégies pour documenter vos réalisations. Apprendre à utiliser les évaluations de la gestion du rendement comme un outil de croissance personnelle et organisationnelle en veillant à ce que votre performance soit parfaitement alignée avec les objectifs de l'organisation. Explorer lors de la création des plans d'apprentissage personnalisés qui s'alignent avec vos aspirations professionnelles et les objectifs organisationnels. Comprendre les compétences en leadership adaptées aux nouveaux fonctionnaires, offrant des aptitudes et des connaissances essentielles pour exceller dans vos fonctions. Et dernièrement, découvrir des informations consolidées sur les formations et ateliers pertinents et explorer les possibilités de micro-missions et d'affectation. Avant la présentation, nous avons quelques questions de sondage rapide. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas un test, puis vous n'êtes pas obligé de participer, mais pourquoi pas, c'est amusant. La première question pour vous, on a
comment évaluerez-vous votre familiarité avec les plans d'apprentissage et le processus de la gestion de rendement du gouvernement du Canada? Donc, je vais vous donner un moment pour répondre à la question. Bon, donc, on a presque tout le monde qui a répondu. Donc, c'est quand même un mélange. On en a quelques-uns qui ont une expérience modérée. C'est la majorité d'entre vous. Puis l'autre, comme l'autre réponse la plus populaire, c'est les débutants. Donc, on a un petit peu de mélange. On a des experts aussi. Donc, c'est bien. Fait que j'espère que ça va être utile à tout le monde ici. Fait qu'on pourrait passer à la prochaine question. Donc, avez-vous envisagé d'utiliser le processus de la gestion de rendement pour développer votre carrière et vous aider dans votre avancement professionnel? OK. OK. Encore une fois, c'est très varié, comme on voit. On en a qui disent oui, il y en a qui savaient même pas qu'on pouvait utiliser ça dans notre développement. Fait que parfait. Il y en a quelques-uns qui disent non. Fait qu'on on va régler ça aujourd'hui. Ça va peut-être vous encourager. Donc, la troisième question, comment évaluerez-vous vos connaissances de compétences en leadership en général? Je vais vous donner un moment pour ça aussi. Bon, OK, je pense que la majorité ont répondu. Donc, c'est encore, on est dans le milieu ici pour celui-là. Puis les autres, il y en a qui ont un petit peu plus de connaissances, fait que c'est bien. Puis quelques-uns qui en ont moins. OK, ben parfait. Mais merci beaucoup d'avoir participé dans ce sondage. Je vais maintenant brièvement vous parler un peu de nos trois panélistes pour la séance d'aujourd'hui, mais je vais les laisser se présenter en plus de détails après. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Éric Nadeau, analyste de programme à la Commission de la fonction publique et conseiller principal du réseau des leaders émergents de la CFP. Plutôt, vous allez voir l'image à Stacy et Émilie, les deux prochaines. Donc, on a aussi Stacy Réel, qui est biologiste principale et présidente de votre réseau professionnel de Pêche et Océan Canada et la Garde côtière canadienne. Et dernièrement, on va avoir Émilie Martin, conseillère en gestion de carrière à Service public et approvisionnement Canada. Donc, je vais maintenant passer la parole à Eric qui va débuter la présentation. À toi, Eric. Merci. Merci, Maxime Claire, très apprécié et content d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de travailler avec le RJFF et donner un peu de son temps pour aider les gens. Comme on l'a vu aussi des sondages, c'est un peu mitigé, c'est partagé, les gens sont connaissants, pas connaissants nécessairement, alors ça va être intéressant. Alors effectivement, je suis Éric Nadeau, analyste de programme, la Commission de la fonction publique du Canada et aussi le conseiller principal du réseau des leaders émergents de la CFP. Je viens évidemment basé sur ma bio des Maritimes. Je vis au Brunswick et je me joins à la CFP en 2019. Avant ça, j'étais longtemps dans le secteur privé. Alors, j'ai un mélange d'expérience du secteur public et privé, ce qui permet d'amener des perspectives intéressantes. Et encore une fois, quand je ne suis pas au travail, évidemment, j'aime faire rire mes collègues, du mentorat, que ce soit au travail ou pas. Et vous allez me retrouver à faire du sport ou écouter de la musique. Pour la description physique, je suis un homme blanc avec la peau blanche, j'ai la tête rasée et des lunettes qui cachent mes yeux bruns. Et je porte présentement un col roulé gris avec une veste marron. Alors, passons à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, processus de gestion du rendement, on veut savoir qu'est-ce que c'est. C'est le processus qu'on a en place. C'est le mécanisme qu'on a en place, qu'on utilise pour évaluer ce qu'on appelle les ressources dans les positions. Alors, il faut comprendre dans
la fonction publique que si vous avez déjà vu un organigramme de votre ministère, vous allez voir que vous avez ce qu'on retrouve dans ce document-là, des positions qui sont des boîtes essentiellement, et on a des ressources qui sont le nom des gens dans ces boîtes-là. Alors, la gestion de rendement, c'est vraiment d'évaluer les ressources, c'est-à-dire le nom des gens qui sont dans les positions, les fameuses boîtes comme telles, c'est le mécanisme qui est en place, puis on parle de planification, de développement, du coaching, de la rétroaction, l'évaluation, etc. Alors, on va passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour le processus de gestion de rendement comme tel, il faut comprendre que les positions ont une définition de tâche qui est spécifique et les ressources qui sont nous, qui sont ici aujourd'hui, ben, on vient combler ces positions-là. Alors, les gestionnaires doivent vous donner les bons outils pour que vous puissiez réussir vos tâches. C'est ça le but comme tel. Alors, on voit sur l'image ici, on a deux personnes en conversation. C'est primordial d'établir cette communication-là. Peut-être vous venez vous joindre à la fonction publique, c'est dans vos premiers rôles. Peut-être vous avez changé de gestionnaire, mais c'est dès que possible, c'est d'établir cette communication-là parce que le gestionnaire est là pour vous aider. Il veut que vous réussissez dans ce que vous faites comme tel. Et aussi, je vous dirais que si votre entente, elle est bien faite, vos faiblesses aussi, parce qu'on a tous des forces et faiblesses, ben, vos faiblesses vont mettre en valeur le plan d'apprentissage. Puis on va en parler plus tard, un petit peu plus tard, le plan d'apprentissage. Mais ceci dit, c'est une collaboration qu'on pourrait dire, puis on veut avoir du succès dans ça. Il faut comprendre qu'on a tous des expériences, des parcours différents, qu'on n'évolue pas nécessairement même à la même grandeur, on n'a pas le même rythme de croissance, alors les expériences sont uniques d'un individu à l'autre. Je vous dirais aussi, comme gestionnaire, du point de vue du gestionnaire, on veut que nos ressources s'améliorent et on veut comme employé, nous, on veut s'améliorer. Généralement, on veut s'améliorer. On veut mieux comprendre le monde dans quoi on travaille, nos habiletés, nos compétences, parce qu'à la fin de journée, on est engagé pour remplir une position, qui est la note, jusqu'à temps qu'on passe à d'autres choses, d'autres aventures. Alors, des conseils, j'aimerais vous partager aujourd'hui que des fois, juste pour un peu stimuler vos pensées, puis ça va peut-être amener des questions intéressantes dans la foire aux questions plus tard, c'est de bien connaître son poste et ainsi que notre description de poste. Quand vous avez votre lettre d'offre, signez votre lettre d'offre, il y a une certaine description. C'est bien connaître ça, puis prendre aussi le pouls régulièrement pendant l'année, comment ça va les choses, avoir des conversations régulières. Puis ça n'a pas besoin juste d'être aussi de votre gestionnaire, c'est peut-être avec des collègues que vous travaillez avec qui font des tâches similaires, de vraiment, c'est d'avoir des discussions, des réflexions constantes comme telles pour pas d'éviter de mettre la pression inutile si on a une espèce de rush pendant une partie de l'année. Comme je l'ai mentionné tantôt, bâtir vraiment la relation avec votre gestionnaire, c'est d'apprendre à vous connaître parce que vous travaillez ensemble, vous êtes là pour un petit bout aussi. Puis je dirais aussi là-dedans, il faut penser à vous, ce que vous voulez de votre rôle dans la fonction publique. Puis c'est difficile, ça. C'est difficile, dépendamment, c'est quand qu'on s'est joint en fonction publique, qu'est-ce qu'on fait comme métier? On est peut-être des étudiants on est un étudiant ou une étudiante qui vont venir travailler à temps plein, etc. Fait vraiment, c'est de prendre le temps à penser qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, puis où ce qu'on veut aller va changer, ça va évoluer avec le temps. Ça, c'est normal aussi. Il y a toujours une période de croissance. Puis je vous dirais, très, très important, ça serait de vous familiariser avec les codes de rendement, les concepts des objectifs de travail et les compétences essentielles. Certains de ces concepts-là peuvent varier d'un ministère à l'autre. Je dirais, ça serait de familiariser. Le plus qu'on se familiarise avec un sujet, le moins que ça devient qu'un niveau de frustration ou d'incompréhension comme tel. Ce serait ça, petit conseil. Je vais passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pour le cycle de gestion de performance au sein du GC, comme on a dit, c'est un processus qui a été mis en place. Évidemment, vous savez, au début de l'exercice de votre année fiscale comme telle, on parle des objectifs de travail, on parle d'apprentissage par perfectionnement, des choses qu'on veut
qu'on retrouve généralement dans l'entente pour le prochain exercice. Dans certains cas, puis ça dépend de ce que vous êtes dans votre carrière, vous allez avoir peut-être des discussions de plans de gestion de talent ou de plans d'amélioration. C'est des choses qu'on va vivre. C'est bien correct, ça, c'est au début de l'exercice. À la mi-exercice, bien évidemment, le gestionnaire, il va regarder comment, prendre stock de comment vous travaillez, évaluer les progrès, avoir des discussions régulières. S'il y a des enjeux en cours de route, on le soulève comme tel. On a aussi le gestionnaire qui étudie le plan d'apprentissage perfectionnement. Puis il y a peut-être aussi des suggestions qui vont venir en cours de route pendant ceci. Honnêtement, c'est très facile d'oublier tout ce qui touche l'évaluation, la gestion du rendement, parce qu'on est occupé. La vie va vite dans la fonction publique. On a des priorités. Alors, c'est pas toujours en avant de nous. On n'en parle pas toujours à chaque jour, mais c'est de consciemment pas oublier cela. Puis à la fin de l'exercice, on mentionne aussi que le gestionnaire effectue une évaluation formelle de la fin de l'exercice. Comment ça a été dans ton année essentiellement? Si c'est votre premier cycle dans votre carrière, c'est normal que vous n'avez pas encore, comme je mentionné tantôt, un plan de gestion de talent ou d'amélioration, car votre gestionnaire doit évaluer votre rendement actuel, puis votre potentiel aussi. Puis pour le potentiel, c'est intéressant aussi parce que c'est pas juste le gestionnaire, c'est vous aussi, là, dans la conversation, de dire Hey, j'aime ça, j'aime moins ça, je comprends c'est relié à mes postes, comment qu'on peut travailler. C'est juste de toujours avoir de la communication, c'est essentiel. Je vous dirais aussi, si vous avez des enjeux qui affectent votre performance, n'hésitez pas, soulevez-le avec votre gestionnaire. Cette personne-là, il ou elle, euh, veut votre réussite, comme j'ai mentionné tantôt, et elle veut vous soutenir dans votre croissance professionnelle. C'est ça qu'on veut, essentiellement. Alors, on passe à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pour le plan d'apprentissage, ici, le plan, comme on a mentionné, c'est évolutif, absolument. Les choses peuvent changer. Vous pouvez arriver, vous avez le gestionnaire, il part en mi-année, il y a eu une promotion, un nouveau gestionnaire connaît très peu, il n'y a pas tout l'historique. C'est ça pourquoi je vous mentionnais d'avoir des conversations. Puis si jamais vous avez des variables qui changent en cours de route, bien, il faut s'ajuster à cela. Euh, il faut veiller à ce que notre plan corresponde à nos aspirations. Puis c'est un très bon point aussi parce qu'il faut penser à qu'est-ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on veut, comme j'ai dit, au début de votre carrière va changer avec le milieu de votre carrière et la fin de votre carrière. Alors, on parle de déterminer les forces, faiblesses et le stade. Et des fois, vous ne connaissez pas toujours vos forces et vous ne connaissez pas toujours vos faiblesses aussi. Puis, on mentionne aussi les objectifs court terme et long terme. Alors, ce que je vous dirais ici comme conseil, ce serait de bien penser et essayer de déterminer vos aspirations. Et ça va peut-être seulement vous venir quand vous jasez d'autres collègues, vous allez peut-être être sur l'autobus, puis vous avez un flash. Ça arrive. Euh, c'est- Prenez-le de cette façon ici. C'est comment voulez-vous apprendre et de quoi vous voulez apprendre pour le plan d'apprentissage. Je vous recommande fortement de faire du mentorat, du réseautage, de l'observation au poste de travail d'un collègue, si possible, et suivre des formations gratuites reliées à vos aspirations. Il y a des formations qui sont disponibles, qui sont gratuites, qui peuvent vous aider aussi. Aussi, soyez très, très conscient que c'est vous et seulement vous qui êtes responsable de votre carrière. Votre gestionnaire veut votre bien, mais il n'est pas responsable de votre carrière. C'est vous. Et je vous dirais aussi, encore une fois, je recommande fortement par expérience de joindre un réseau professionnel, ça peut être de votre ministère ou plus large. Ça va vous ouvrir des portes. Sincèrement, ça va vous ouvrir des portes. On passe à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pour conclure ici, on a les liens qui sont mentionnés pour les qu'on peut ajouter dans le plan d'apprentissage. On parle de l'école de la fonction publique, le cours et les feuilles de route. On a l'écosystème du RJFF, effectivement. On a des communautés pratiques, on a divers réseaux d'employés, on a des mentorats, des initiatives, des observations, j'ai mentionné tantôt. Je vous dirais ici il y a plusieurs possibilités. Puis, ce qui va marcher pour vous peut être différent de ce qui marche pour votre collègue, et c'est bien normal, c'est correct. Il faut penser que si vous essayez quelque chose, il faut se donner aussi la chance au coureur. Hein. Si vous indiquez quelque chose dans votre plan d'apprentissage, il faut vous donner le temps de le faire. Là. Le succès ne vient pas toujours rapidement. Puis on vit dans un monde où on veut la gratification instantanée.
Si on regarde notre téléphone, on veut une mise à jour, on y va tout de suite. La fonction publique puis la vie de travail, c'est pas nécessairement toujours comme ça. Pour l'école aussi, je voulais mentionner qu'il y a aussi un parcours d'apprentissage sur le leadership qui fait partie c'est qui est nouveau, qu'une collègue m'a mentionné. Puis ça offre 4 perspectives. Je voulais le partager parce que ça peut vous intéresser pour certains de vous. Dans les perspectives, on regarde le soi qui est de se perfectionner en tant que leader. On regarde le volet équipe qui est de diriger des équipes. Ça peut vous intéresser plus tard, peut-être que non. On a le volet intendance qui est les opérations de la fonction publique et le volet impératif qui est la fonction publique en évolution. Je vais vous partager cela. Alors, c'est tout le temps qu'on a pour passer à travers des diapos. Bien hâte à la période de questions-réponses, ainsi que ce que mes autres collègues ont à dire. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Stacy Réel. À toi, Stacy. Merci beaucoup, Eric. Belle présentation. Alors, tel que mentionné, je m'appelle Stacy Réel. Mes pronoms sont elle, she, her. Je suis une femme blanche avec les cheveux bruns courts, mais attachés aujourd'hui. J'ai les yeux bleus, quelques points de rousseur et je porte un chandail blanc avec une petite veste en laine Bourgogne et une chaîne avec un petit pendatif en argent. Je suis biologiste principale pour Pêche et Océan Canada et la Garde côtière canadienne et je travaille sur l'implémentation d'un réseau d'aires marines protégées dans la branche de la gestion des écosystèmes dans la région du Pacifique et je suis basée sur l'île de Vancouver. Je suis également la présidente de votre réseau professionnel ou le VRP, du MPO et la GCC. Originaire du Québec, mes études m'ont amenée à Saint John's, à Terre-Neuve et Labrador, où lors de ma maîtrise, je me suis jointe à la fonction publique en 2017 avec Parc Canada. Puis c'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui et de supporter le RJFF dans cette session. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pour les prochaines diapos, je vais vous parler des compétences par rapport au leadership, la collaboration entre vous, votre gestionnaire, et finalement développer ses compétences linguistiques. Et il y a plusieurs sujets dont je vais aborder dans les prochaines diapos que Eric a déjà fait allusion dans son contenu aussi. Alors, vous allez voir qu'il y a vraiment une ligne directrice dans tout, là. Il y a beaucoup de communs dans notre contenu aujourd'hui. Alors, il est vraiment important que vous vous familiarisez et de savoir c'est quoi les compétences clés de leadership, par exemple, pour le rôle et le niveau que vous voulez atteindre et comment acquérir ces compétences. À l'écran, vous allez voir un graphique avec différentes boîtes qui contient différents exemples de comment faire preuve de leadership. Alors, par exemple, nous avons vision et stratégie. Alors, ça veut dire contribuer à l'élaboration, la mise en œuvre des stratégies et objectifs organisationnels. Comment mobiliser les gens? Alors, ça veut dire, on parle d'être rassembleur, intégrité et respect, promouvoir et respecter la diversité de chaque personne dans votre équipe, votre organisation, collaboration avec des partenaires et des parties prenantes. Donc, on encourage les collaborations, les partenariats avec des gens, soit de votre ministère, d'autres ministères aussi, obtenir des résultats. Donc, on surveille notre travail, on est actif. Et finalement, innovation et orientation du changement. Alors, comment justement soutenir le changement et avoir des idées innovantes? D'entre vous, vous avez peut-être aussi remarqué que plusieurs de ces compétences se retrouvent souvent aussi sur les affiches de concours. Alors, je vous encourage à trouver des exemples pour chacune de ces compétences et comment est-ce que vous les démontrez pour que dans votre processus d'embauche ou si vous voulez faire un changement de carrière ou de poste ou quoi que ce soit, vous avez des exemples concrets à démontrer à votre gestionnaire comment vous avez pu accéder ou acquérir ces compétences-là. Je veux aussi vraiment souligner le fait que vous n'avez pas besoin d'être dans un poste de gestionnaire ou de chef d'équipe pour démontrer des compétences de leadership.
Par exemple, à chaque fois que vous allez de l'avant puis vous faites des preuves d'initiative, par exemple, c'est du leadership, où vous assistez, vous supportez votre chef d'équipe et ou votre gestionnaire à la formation puis à l'accueil d'un nouvel employé. Ça aussi, ça démontre vos compétences en tant que leader. De plus, afin de développer ces compétences davantage, je vous encourage d'avoir des conversations régulières avec votre gestionnaire pour qu'il puisse ou elle puisse comprendre et savoir c'est quoi vos aspirations professionnelles. Puis je vais en parler un petit peu plus dans la prochaine diapo. Impliquez-vous avec votre réseau professionnel aussi qu'Éric a mentionné, que ce soit dans votre ministère ou avec le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Il y a tellement de communautés et de réseaux parmi la fonction publique que vous pouvez vous joindre. Et je vous suggère fortement de rechercher des opportunités de mentorat. Trouvez-vous quelqu'un qui est capable de vous fournir des conseils et des rétroactions. Mais je vous mets au défi aussi. Même si vous êtes nouveau, par exemple, ou nouvelle à la fonction publique, de vous aussi devenir mentor. Ça peut être dans une session de mentorat inversée ou simplement avec un nouvel employé qui veut en apprendre un petit peu plus sur l'organisation, qui veut s'intégrer, mais qu'il veut quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience ou le même niveau d'expérience que soi-même. Alors, tout ça en vaut vraiment la peine, puis vous allez voir que vous allez en apprendre tout autant. Et évidemment, l'apprentissage continu est important. Recherchez les formations et les cours de leadership. Assurez-vous de les inclure dans votre plan d'apprentissage qu'Éric vient de nous parler. Et évidemment aussi, la communication est très importante. Un leader efficace est quelqu'un qui est capable de communiquer d'une manière claire et précise. Et oui, c'est très important de bien communiquer, mais c'est aussi très important d'être à l'écoute. Puis soyez pas gênés de demander du feedback de vos collègues et de vos gestionnaires. Tel que j'ai mentionné un peu plus tôt aussi, il y a vraiment une panoplie de possibilités dans la fonction publique de s'impliquer et de développer ses compétences de leadership. Puis, il est important de se rappeler que l'évolution de carrière, c'est pas toujours hiérarchique. Donc, votre parcours peut prendre de nombreuses directions différentes avant que vous trouviez l'emploi de vos rêves ou un emploi qui vous convient parfaitement. Puis la navigation de, de la carrière n'a pas besoin de toujours être en ascendance. Les mouvements latéraux peuvent vraiment être avantageux pour de nombreuses raisons. Puis par expérience, moi-même, dans ma propre carrière, je suis en train de découvrir et d'explorer ces, ces opportunités latérales aussi, sans nécessairement monter tout de suite de classification, par exemple. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Évidemment, la collaboration entre vous et votre gestionnaire est primordiale. Alors, ayez des conversations régulières avec eux, surtout par rapport à vos ambitions, vos aspirations de carrière, et pas seulement quelques fois par année lors de votre rendement. Pour qu'ils puissent vous aider, il doit être au courant aussi. De cette façon, ça donne l'opportunité de fournir des commentaires à votre gestionnaire, mais de demander conseil, son accord pour des opportunités de carrière en même temps. Et le plus souvent que vous avez ces conversations, le plus facile que ça devient aussi. Si jamais vous devez avoir des conversations un peu plus difficiles, qui est très possible, chaque ministère a recours au bureau du Ombuds pour du support et des ressources. Puis vraiment, dans l'ensemble, c'est bien important que l'employé, alors vous et votre gestionnaire, travaillez ensemble, soit sur la même page, pour que, en bout de ligne, c'est vous qui accédez à, à- à votre carrière vraiment, puis aux changements qui sont appropriés pour vous. Et finalement, pour cette diapo, en tant que ressource, le Conseil des ressources humaines a créé un outil très utile pour les employés ou les
pour les employés ou les gestionnaires qui se préparent à des entretiens au sujet de carrière. Alors, ce manuel contient des informations très pertinentes et des conseils pratiques pour vous aider justement à créer cet environnement ouvert pour vos conversations. Puis, nous allons vous partager ce lien vers cet outil dans le chat aussi. Prochaine diapo. Et finalement, un autre élément très important à considérer et garder en tête lorsque vous naviguez et préparez votre plan de carrière est le développement de ses compétences linguistiques. Du côté personnel, les langues officielles sont vraiment importantes pour moi, ayant été élevée dans un milieu très bilingue. Alors, ça me passionne toujours et ça m'intéresse toujours de pouvoir vous en parler puis de partager. Alors, conformément à la loi sur les langues officielles, en tant que fonctionnaire fédéral, vous avez le droit de travailler dans la langue officielle de votre choix lorsque votre poste d'attache se trouve dans une région désignée bilingue. Alors, sur la diapo, vous allez voir quelques liens vers la loi sur les langues officielles ainsi que la liste des régions désignées bilingues. Pour en nommer quelques-unes, la province du Nouveau-Brunswick, la région métropolitaine de Montréal et évidemment la région de la capitale nationale. Et avec la langue officielle, des langues officielles, désolé, ça signifie que vous avez le droit d'accéder à des instruments de travail dans la langue officielle de votre choix, d'avoir des services personnels et centraux dans la langue officielle de votre choix, de vous exprimer dans la langue officielle de votre choix à l'écrit et à l'oral. Et c'est très important que vous occupiez un poste désigné bilingue ou non. Vous avez le droit de travailler dans la langue officielle de votre choix si votre bureau est situé dans une région désignée bilingue. Et pour ceux qui désirent en apprendre davantage ou perfectionner vos langues officielles, il y a plusieurs outils, cours et ressources à votre disposition. Par exemple, il y a des cours via le GC Campus, sur le site web du Commissariat aux langues officielles du Canada, l'application Moril ou Antidote. Je sais que plusieurs personnes utilisent informellement aussi Duolingo. Et puis, il ne faut pas évidemment oublier toutes les ressources disponibles sur le site web du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Et tous ces liens, vous allez les voir justement sur la diapo et ils sont à votre disposition. J'aimerais aussi mentionner que pendant les 4 dernières années, plusieurs ministères ont collaboré sur une initiative qui s'intitule le Groupe d'échange linguistique interministériel ou le GELI. Et l'an passé, le réseau professionnel Avant-Garde des services publics et approvisionnement Canada, ou SPAC, ont mené le programme avec plus de 10 autres ministères participants. Et nous avions au-dessus de, je vous dirais, 400 personnes qui ont participé. Cette initiative est seulement disponible au ministère participant, mais c'est vraiment une belle opportunité de pratiquer vos langues officielles dans un milieu informel, mais aussi ça vous permet de faire du réseautage avec des collègues des autres ministères. Sinon, je vous encourage aussi simplement de pratiquer avec vos collègues. Alors, pour résumer un peu l'ensemble de mes diapos, il y a vraiment beaucoup opportunités qui vous sont disponibles afin d'acquérir et développer vos compétences professionnelles. Des fois, oui, ça va être nécessaire de sortir de votre zone de confort et c'est correct parce que vous êtes bien entouré. Mais c'est à vous, en bout de ligne, qui avez le contrôle de votre carrière. Alors, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Ça me ferait plaisir de vous parler, mais vous avez aussi tant d'autres gens autour de vous qui feraient de même. Alors, sur ça, je vais maintenant passer la parole à Émilie. Merci. Merci, Stacy. Alors, bonjour, moi je suis Émilie Martin et je suis conseillère en gestion de carrière à Services publics et approvisionnement Canada, SPAC. Je suis une femme blanche avec les cheveux châtains aux épaules et je porte un chandail noir et un veston vert. Je suis située à Ottawa sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe.
Je suis au gouvernement depuis 20 ans. J'ai commencé comme étudiante et depuis, j'ai occupé plusieurs postes dans plusieurs différents domaines. J'ai été au même niveau pendant 10 ans, alors je crois fidèlement au développement à niveau. Et pendant des années, j'ai occupé des postes qui ne me motivaient pas et c'était parce que je ne planifiais pas ma carrière ou j'avais des gestionnaires qui ne savaient pas comment me soutenir dans mon développement. Au début de la pandémie, alors il y a 5 ans environ, j'ai commencé à vraiment réfléchir sur ce que je voulais faire. Et donc, je suis retournée aux études, j'ai fait une maîtrise en éducation et mon but était d'offrir du soutien en carrière. Et maintenant, je travaille exactement où j'avais planifié. Je vais répéter plusieurs éléments que mes collègues ont déjà mentionnés, mais c'est vraiment pour vous montrer que ces éléments-là sont vraiment importants dans votre développement. Alors, pendant que je vous parle, on va aussi mettre des liens dans le clavardage qui peuvent vous aider. Prochaine diapo. Alors, premièrement, le développement de carrière désigne le processus continu de gestion de l'apprentissage, du travail, des loisirs et des périodes de transition afin de progresser vers un avenir choisi. Alors, ce qui veut dire que pour naviguer, il faut savoir où on veut se rendre, premièrement, et planifier comment s'y rendre. Et comme quand on navigue sur un bateau, la voie n'est pas toujours droite et il faut souvent se réajuster selon certains facteurs. Premièrement, explorez les domaines qui vous intéressent. Parlez à plusieurs gens dans ces domaines pour en connaître davantage. Au gouvernement fédéral, il y a au-dessus de 300 000 emplois. Alors, les domaines sont presque infinis. Il faut juste savoir où on veut s'orienter. Et quand on recueille des informations, ces informations pour votre navigation, pour savoir où vous rendre et comment y arriver. Une des choses que vous pouvez faire, c'est aller trouver des affiches d'emploi dans les archives de Emploi GC pour des emplois qui vous intéressent, à court et à long terme, et noter les expériences qu'ils demandent. Et ça, c'est une bonne façon de savoir quelle expérience vous devez atteindre pour ces emplois-là. Quand vous savez les expériences que vous pouvez utiliser, c'est des choses que vous pouvez mettre dans euh, votre plan d'apprentissage. Vous pouvez aussi vous joindre à des communautés de pratique, à des réseaux et participer à leurs projets. Même si vous êtes nouveau, c'est de cette façon-là que vous allez rencontrer des gens dans les domaines qui vous intéressent et que vous allez faire valoir votre nom. S'il y a une demande de bénévoles pour une activité ou pour des membres pour un projet spécial, levez votre main. Essayez des choses. Participez à des activités qui sont hors de votre zone de confort. C'est vraiment comme ça que vous allez vous faire connaître et vous allez développer plusieurs nouvelles compétences qui sont utilisées partout au gouvernement. Dans vos connexions avec d'autres équipes, offrez de les aider selon vos talents, selon vos intérêts particuliers. Des fois, ça peut mener à des micro-missions. Et une micro-mission, c'est quand vous prêtez votre talent, vos compétences à une autre équipe, que ce soit dans votre ministère ou dans un autre ministère, que ce soit à euh, des réseaux. Et c'est une façon informelle de se développer parce que vous prêtez votre temps. Ça peut être quelque chose comme 3 heures par semaine pendant 3 mois. Et la seule chose qui a besoin d'arriver, c'est que vous en parlez à votre gestionnaire. Votre gestionnaire est d'accord que vous aidez une autre équipe pendant la durée déterminée. Vous restez dans votre poste, vous continuez à être payé par votre équipe, mais vous prêtez un petit peu de votre temps à une autre équipe pour les aider. OK? Alors, votre gestionnaire, vous et l'autre gestionnaire, euh, devenez d'accord sur les conditions de votre micromission. Et c'est assez facile, mais c'est à vous d'aller trouver les micromissions. D'autres façons d'acquérir un petit peu plus d'expérience, c'est des opportunités à niveau. C'est excellent pour vous développer dans plusieurs différents contextes. Alors, n'ayez pas peur de regarder qu'est-ce que les personnes à votre niveau font et d'aller voir comment vous pouvez pratiquer ces compétences-là. Parce qu'une carrière au gouvernement, c'est quand même assez long.
Alors, prenez du temps pour vous développer à niveau au lieu de gravir des échelons trop vite parce que ça pourrait faire que vous manquez des étapes. Mais vraiment, vous êtes responsable de votre carrière. Alors, vous êtes responsable de trouver des occasions d'emploi ou de développement. Mais votre gestionnaire et le reste de vos réseaux sont là pour vous supporter et vous donner des pistes. Alors, prochaine diapo. Merci. Alors, pour des occasions d'apprentissage, tous les ministères ont des occasions d'apprentissage différentes. Alors, renseignez-vous sur ce qui est possible. Souvent, vous pouvez aller dans votre intranet sous la section apprentissage qui est d'habitude sous les ressources humaines. Des fois, il va y avoir des programmes de développement ou de mentorat. Alors, demandez à la personne responsable ou même à votre gestionnaire comment vous pouvez vous inscrire à ces programmes-là. Demandez à votre gestionnaire si vous pouvez apprendre les tâches d'une autre personne dans l'équipe à niveau. Par exemple, un AS2 qui va rédiger des courriels pourrait apprendre à connaître les tâches d'une autre AS2, peut-être qu'il s'occupe des tâches qui sont faites avant la rédaction et après la rédaction, pour connaître tout le processus. Demandez de travailler avec un de vos collègues pour savoir comment ils travaillent, quelles sont les considérations dans leurs tâches et comment ils font des décisions. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de poser des questions, soyez curieux et essayez. Tout peut être une occasion d'apprentissage si ça vous met dans une situation nouvelle. Dans, dans tous les nouveaux défis que vous allez avoir, il va y avoir une courbe d'apprentissage et c'est difficile au début, mais c'est normal. Si vous êtes présentement au début de votre carrière et tout ceci vous semble trop gros ou trop compliqué, c'est correct. Découpez votre navigation et votre carrière en petites bouchées, avec des petits buts, et célébrez ces petits buts-là. Parce qu'à chaque but que vous atteignez, vous avancez, vous progressez dans votre carrière. Mais surtout, essayez de vous orienter dans un apprentissage spécifique pour ne pas vous perdre. Quand c'est trop gros, on se perd. Essayez de plus savoir où vous voulez vous orienter. Personne ne va prendre votre carrière en main. C'est à vous de vous informer où vous voulez aller. Donc, identifiez où vous voulez aller et allez chercher l'information pour savoir comment vous y rendre. Et faites un plan concret avec des étapes et des échéances. Il n'y a pas de formule magique ou de façon unique de faire sa carrière. Alors, célébrez toutes vos petites réussites, même si c'est juste le fait d'avoir posé une question de carrière à un collègue ou d'avoir recherché une affiche d'emploi. Comme j'ai dit au début, une carrière, c'est un processus continu de gestion de votre apprentissage vers un avenir que vous choisissez. Alors, adaptez-vous, regardez où vous voulez aller et préparez-vous. Alors, Maxime, je te relance la parole. Oui, donc merci beaucoup, Eric, Stacy, Émilie. Ouais, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça pour nous, avec nous. Je pense que ça nous met à une bonne place avant de procéder à la période de questions et réponses. Donc, c'est ça. Donc, si vous vous souvenez pas, il y a la fonction Q&A juste en bas que vous pouvez utiliser pour poser vos questions et pour voter pour les questions que vous voulez, auxquelles vous voulez avoir des réponses. Euh, donc, c'est ça. Donc, je vais regarder les questions qu'on a reçues maintenant. Donc, c'est ça. Juste pour les panélistes, veuillez répondre aux questions le plus rapidement possible sans trop, évidemment, prenez votre temps, mais juste pour qu'on puisse aborder le plus de sujets possible. Donc, je vais poser la question à un membre du panel à la fois, mais les autres, si vous avez quelque chose à ajouter, vous êtes libre de le faire, évidemment. Toutes les ressources mentionnées au travers de la présentation seront partagées sur notre page wiki après l'événement, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. On va commencer avec les questions. La première question que j'ai, la plus populaire, c'est
Que faire si un supérieur ne soutient pas nos plans d'apprentissage? Donc, peut-être que je vais commencer avec Eric pour celui-là, puis les Stacy et Émilie, vous êtes les bienvenus après. Donc, Eric. Merci, Maxime Claire. Pour celui-là, je dirais rapidement, ben, premièrement, comprendre pourquoi. Est-ce que, par exemple, c'est un impact budgétaire ou est-ce qu'on n'a tout simplement pas les fonds pour faire le cours? Si c'est un cours, je donne un exemple. Aussi, c'est est-ce que c'est aligné? Ce qu'on demande, est-ce que c'est aligné avec les tâches ou les fonctions de ton poste? Est-ce que c'est lié à ton plan? Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté dans le passé? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pour les tâches actuelles ou futures? C'est quoi la justification comme telle? Ça, c'est des conversations qu'on peut avoir avec le gestionnaire comme tel. Puis je vous dirais aussi carrément, puis j'ai déjà vu ça dans le passé, ben, des fois, c'est pour des raisons absolument valables, on ne peut pas l'inclure dans le plan. Mais c'est quoi? Eric vous empêche de le faire à l'extérieur de votre rendement, de votre entente de rendement dans votre propre temps. C'est pas une réponse populaire, mais c'est des choses qui arrivent, qui ont déjà arrivé dans le passé. Parce que des fois, la gestion peut tout simplement pas approuver pour des raisons X, Y ou Z. Puis je vous dirais aussi, petit conseil de vie, un peu de front et un petit peu de caractère, ça peut vous aider dans votre carrière aussi. Parfait. Merci beaucoup, Eric. Stacy ou Émilie, aimeriez-vous ajouter quelque chose? Oui, Stacy. Je pourrais juste rajouter, mais évidemment, ben, Eric, tu as bien couvert, mais c'est ça, ça revient à la conversation avec votre gestionnaire. Comme, soyez pas gênés de poser des questions, le pourquoi est très important. Euh, Puis, souvent, justement, il y a des raisons hors de notre contrôle qu'on n'est pas au courant. Pourquoi que certains items sur notre plan d'apprentissage ne peuvent pas être approuvés ou quoi que ce soit. Mais des fois, c'est pas à cause de nous, la personne, mais c'est juste le contexte actuel. Puis, malheureusement, on est dans un contexte peut-être plus restreint, mais ça n'empêche pas de quand même faire la demande dès le départ, en parler, puis après ça, un petit peu décortiquer le non, si c'est le cas. Ouais, parfait. Et Émilie, aimerais-tu ajouter quelque chose? Un petit quelque chose. Votre gestionnaire n'est pas la personne qui va décider la prochaine étape dans votre carrière. Alors, oui, c'est une personne qui peut avoir de l'influence, mais à la base, c'est à vous de choisir euh, comment vous allez faire face à cet obstacle-là. Alors, renseignez-vous sur qu'est-ce que peut-être d'autres collègues ont fait dans ces situations-là, parce que ça peut être bien de savoir c'est quoi les recours une fois que on peut pas faire qu'est-ce qu'on avait planifié. Alors, un plan A, mais aussi un plan B et des fois un plan C et D. OK, c'est bien. C'est ça, c'est comme un exemple de comme comment qu'on peut prendre notre carrière en main, mais aussi comme équilibrer nos aspirations professionnelles avec les besoins de l'organisation. Donc, merci beaucoup à vous trois. On peut passer à la prochaine question. Donc, quel rôle jouent les mentors dans l'élaboration de nos plans d'apprentissage et dans les évaluations de gestion des performances? Donc, pour celui-là, est-ce qu'on... je pense qu'on a parlé de ça un peu, les trois. Est-ce qu'il y en a un des trois qui aimerait commencer? Peut-être Stacy cette Ou- fois-ci. OK, c'est Oui, ah, ben, j'ai vu qu'Émilie aussi, tu t'es... OK. Non, non, OK. vas-y. OK. Euh, je vais commencer, puis gênez-vous pas évidemment de rajouter, mais je pense que justement, le mentor joue le rôle de conseiller aussi. C'est comme un peu un sounding board dans le sens que tu sais, si vous avez votre plan, vous avez des idées, surtout si c'est une personne qui est peut-être dans le même domaine que vous, dans la même région, même secteur, etc. Ils ont peut-être une expérience similaire que vous pouvez vraiment bénéficier de leurs conseils. Alors, je pense que c'est bien de leur en parler, de, tu sais, demander leur opinion, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Mais je pense pour revenir au point d'Émilie, lors de la dernière réponse, c'est vraiment vous qui décidez, qui menez
le parcours de votre carrière. Alors, oui, vous pouvez avoir tous les mentors autour de vous qui vous disent faites ça, faites ci, faites ça, mais en bout de ligne, si ça vous intéresse pas ou que peut-être c'est pas aussi pertinent que vous pensez pour vous, euh, c'est vraiment, c'est vraiment à vous là, de faire la décision ultime de comment vous voulez élaborer votre plan, votre parcours, etc. Mais c'est toujours bien d'avoir des gens qui sont pas nécessairement vos gestionnaires, vos superviseurs, vos chefs d'équipe, de discuter et faire un peu de ce brainstorming-là. Très bonne réponse, Stacy. Je viendrais juste ajouter qu'il y a une différence entre un mentor et un coach. Un mentor va vous donner des conseils selon leur expérience, mais un coach va vous aider à trouver vos propres réponses. Alors, essayez de savoir quelle façon est-ce que vous préférez recevoir l'information. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut recevoir les réponses ou est-ce que vous préférez recevoir des questions pour vous faire réfléchir puis ensuite trouver vos propres réponses? Euh, un mentor ou un coach, ça peut être vraiment n'importe qui. Puis tu sais, vous pouvez même dire à quelqu'un, je veux juste que tu me poses des questions pour me faire réfléchir que j'ai pas pensé sur comment je pourrais me développer. Euh, alors, vraiment, n'importe qui peut être ces personnes-là, que ce soit des personnes dans votre réseau personnel ou professionnel à n'importe quel niveau, dans n'importe quel domaine. Merci beaucoup, Eric. Oui, je vais ajouter quelques petits items. Premièrement, il faut écouter notre voix intérieure. Il faut s'écouter soi-même là-dedans. Aussi, pas s'oublier, parce qu'on va donner des conseils. Oui, on va aller voir certains collègues ou certains mentors ou des coachs, etc. Mais pas s'oublier là-dedans. Puis nos instincts vont nous dire quoi. Aussi, les gens oublient des fois que quand tu gères ta carrière, c'est pas comme quand tu gères des priorités. Parce qu'il y a une date d'échéance, c'est rapide, tu as besoin de réponse rapide. Tu peux prendre ton temps. Tu peux vraiment prendre ton temps puis planifier en cours de route où est-ce que tu vas aller. Ouais. Donc, ça a été mentionné dans le chat, mais n'oubliez pas de poser vos questions ou qu'il y a la fonction Q&A. Puis, vous pouvez voter pour la question de votre choix. Je ne sais pas si je l'ai mentionné avant en cliquant sur le pouce levé, thumbs up. Je vois, on a plusieurs questions qui arrivent. Il y a juste une question qui est reliée à celle-là que je voulais vous poser avant de continuer. Donc, est-ce que chacun d'entre vous, vous avez profité du mentorat dans votre carrière? Puis, si oui, comment que ça vous a aidé? Donc, peut-être pour celle-là, on peut commencer avec Émilie. Euh, Fait que j'ai jamais eu de mentorat officiel parce que j'ai toujours trouvé que, mais moi j'ai un bac très spécifique, mais je voulais pas travailler dans mon programme d'éducation. Alors j'ai trouvé ça difficile de trouver quelqu'un qui pouvait me donner des conseils. Euh, mais quand j'ai commencé à réfléchir sur qu'est-ce que je voulais faire, je suis allée voir euh, une conseillère en orientation. Puis c'est elle qui m'a vraiment aidé à savoir comment faire la gestion de ma carrière, comment me poser les questions qui m'apporteraient à savoir qu'est-ce que je veux faire dans la vie, comment aller explorer mes possibilités. Le service de carrière, euh, présentement, c'est seulement SPAC qui offre ce service-là. La majorité des autres ministères n'offrent pas ce service-là, mais c'est quelque chose que vous pouvez demander absolument à votre groupe des ressources humaines. Parce qu'on espère que le service va être élargi un petit peu. Mais si c'est pas possible dans votre ministère, souvent les universités, les collèges vont avoir des services en carrière que vous pouvez quand même aller voir si vous avez gradué. Et aussi, des fois, les provinces offrent des services gratuits. En Ontario, on a en Service Ontario, Emploi Ontario, quelque chose comme ça. Euh, Allez voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Si vous allez à Guichet Emploi, il y a aussi des quiz que vous pouvez faire sur comment planifier votre carrière, dans quel domaine serait le mieux. Alors, si vous n'avez pas d'autres options côté mentor que vous connaissez,
Il y a d'autres options. Merci. Eric ou Stacy, aimeriez-vous ajouter quelque chose? Oui, juste rajouter rapidement, similairement, j'ai jamais eu de mentor officiel. Ça a tout le temps été dans des capacités informelles ou non officielles, dans le sens que c'était une personne réoccurrente que j'allais voir, qu'on jasait. Et c'est d'ailleurs un mentor qui m'a comme aidé, pas convaincu, mais qui m'a aidé à faire la décision de déménager d'un bout du pays, de Terre-Neuve, jusqu'à l'île de Vancouver en Colombie-Britannique. Alors, je pense que au point d'Émilie, je pense pas que tu as toujours besoin d'être dans un programme officiel de mentorat. Il y a vraiment beaucoup de ressources qui sont disponibles pour aider justement. Et Eric, oui. Oui, même chose, informel, puis j'en ai plusieurs pour certaines compétences ou certaines habiletés où je voulais avoir de l'intérêt. Ça, c'est pas juste un mentor que j'avais pour tout, un peu de tout, c'est différentes choses. Comme là, au niveau de ma carrière, ce que je suis présentement, je suis à un niveau où ce que je vais aller un petit peu plus haut. Alors, mon dernier plus récent mentor, c'est un collègue de travail, c'est un ancien militaire qui est gestionnaire de projet, qui fait sa deuxième carrière en fonction publique. Alors, juste pour donner l'idée, c'est vraiment une perspective différente. Mais c'est honnêtement, il y a pas de loi écrite comme telle. C'est allez-y comme vous pensez qu'il est mieux pour vous. Merci. Puis c'est ça, ces opportunités plus informelles, on voit que c'est très important de parler à tes collègues, tes gestionnaires et tout. Puis comme on voit que le réseautage est très important aussi. Donc, faire partie des réseaux comme le RJFF ou les réseaux de vos organisations, ça vous aide beaucoup à rencontrer ces gens-là, peut-être. Donc, oui, Stacy. Puis si je peux juste me permettre de rajouter, je pense la Mhm. beauté de la fonction publique, c'est le fait, tu sais, Eric, tu viens de mentionner ton collègue qui était militaire, deuxième carrière, c'est qu'avec la fonction publique, on a cette diversité d'emplois, d'opportunités. Quand j'ai commencé à Parc Canada, je n'étais pas biologiste, je travaillais dans les services, je faisais de l'interprétation aux visiteurs. Et il y a vraiment, c'est vraiment un bel avantage de notre fonction publique de pouvoir changer et d'avoir ces opportunités-là. Excellent, merci. Puis oui, on voit la diversité juste avec nos panélistes ici, là. Donc, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Donc, pour la prochaine question, donc peut-être celle-là, on peut commencer avec Émilie. Comment convaincre un gestionnaire d'approuver une affectation ou une micro-mission? Euh, mais vous pouvez utiliser ChatGPT pour voir c'est quoi ses suggestions de comment convaincre quelqu'un. Euh, ouais. Mais allez voir vraiment, comme Stacy ou Eric a dit au début, allez voir ou essayer de savoir pourquoi ils disent non. Puis une fois que vous savez le pourquoi, là, ça va être plus facile de les convaincre. Utilisez la partie d'influence que euh, et qu'est-ce que les autres vont avoir à bénéficier de qu'est-ce que vous demandez. Alors, il faut que ça soit comme gagnant-gagnant. Alors, comment est-ce que vous allez vous assurer que les autres reçoivent quelque chose quand vous allez faire un apprentissage X, Y, Z? Pour une affectation, des fois, ça peut être compliqué parce que c'est pas seulement juste un gestionnaire, ça peut être des besoins organisationnels. Euh, Essayez de voir s'il y a différentes options. Fait que oui, vous essayez de trouver les options, mais demandez si eux savent s'il y aurait d'autres options. Dans mon cas, il y a des fois que mes gestionnaires disaient non, je ne pouvais pas partir en affectation de 2 ans. Alors, je me suis retournée vers l'autre équipe qui me voulait. J'ai dit, ben, mon gestionnaire ne veut pas une affectation. Vous pouvez juste me prendre comme détachement. Puis ça a été possible. Fait que
Peut-être qu'au début, ils vont dire leur préférence, mais s'ils veulent vraiment vous avoir, il y a peut-être de la flexibilité. Super, merci. Stacy ou Eric, avez-vous des commentaires? Ça va? OK. On peut passer à la prochaine question. Merci, Émilie. Donc, la prochaine question que j'ai ici, comment pouvons-nous utiliser le bénévolat dans les communautés du GC pour améliorer nos compétences en leadership et faire progresser nos carrières? Donc, ces efforts de bénévolat peuvent-ils être inclus dans nos plans d'apprentissage et d'évaluation de la gestion des rendements? Je peux vraiment voir, ça peut être n'importe qui là, qui peut commencer. Donc, je sais pas si on a un bénévole ici pour répondre à la question, Stacy. Euh, je dirais oui, tout à fait. Je vous encourage. Je pense on vous encourage tous. Mettez-le sur votre plan de rendement, votre plan d'apprentissage. C'est tellement important, ces items-là. Euh, Juste pour partager une expérience personnelle, euh, je me suis joint au réseau professionnel du MPO et de la garde côtière au début en tant que j'étais la personne responsable des communications pour notre réseau. J'ai pas vraiment d'expérience en communication autre tu sais, de tous les jours, il y a quelques années. Et là, je suis rendue présidente et ça m'a tellement ouvert de portes parce que dans ce rôle de présidente, c'est toi qui est au-delà du réseau aussi. Alors, tu es le point de contact si des gens ont des questions. Tu es de l'avant à organiser des événements, des initiatives. Souvent, tu es aussi le point de contact avec les champions qui sont à un niveau plus élevé, sous-ministre adjoint, etc. Alors, ça donne vraiment des chances justement à avoir des liens avec ces gens-là que peut-être dans votre travail de tous les jours, vous n'avez pas cette opportunité-là. Alors, euh, puis quand vous le mettez sur votre plan d'apprentissage, c'est aussi une opportunité de mettre à jour votre CV. Même si vous n'avez pas l'intention de changer d'emploi, c'est toujours bon de le garder à jour et d'utiliser, tirer de vos expériences avec votre réseau dans le CV ou quand, mettons, dans si vous êtes à un certain niveau. Alors, j'ai commencé en tant que BI2. Je suis maintenant en affectation en tant que BI4, mais beaucoup de ces expériences-là, je suis capable de dire, je supervise des employés, j'ai mené telle activité. Alors, pour démontrer, par exemple, l'initiative ou la compétence de rassembler des gens. Alors, pour revenir à la question, oui, tout à fait, mettez-le dans votre plan d'apprentissage. Merci beaucoup. Oui, comme ça peut nous aider à développer les compétences de leadership dont tu avais parlé plus tôt. Émilie, avais-tu quelque chose à ajouter? Oui, juste un petit quelque chose. Quand on fait du bénévolat, on peut vraiment montrer les compétences qu'on veut démontrer. Par exemple, si vous êtes dans un réseau de ressources humaines, mais que vous avez une compétence en gestion de données, bien, c'est très possible que vous allez être la personne qui a le plus d'expérience ou le plus de compétences en gestion de données en ressources humaines. Donc, les personnes vont être comme, ah, c'est intéressant, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec des données en ressources humaines. Alors, vous allez devenir comme la personne avec les meilleures compétences, autres que dans le sujet que vous participez dedans. Fait que, par exemple, si c'est un réseau pour les achats, l'approvisionnement, et que vous êtes vraiment bonne en rédaction, là, c'est comme, ah oui, ben, je ne savais pas que tu étais bonne en rédaction. Fait que là, vous devenez comme des personnes clés pour certaines compétences. C'est comme ça que vous allez vous faire connaître en tant que personne qui a plusieurs compétences. Alors, c'est très bon d'utiliser tout, les opportunités de bénévolat que vous pouvez avoir.
Super, merci beaucoup. Et Eric, avais-tu quelque chose à ajouter? Oui, je voulais dire que tu sais, c'est essentiel de s'impliquer. Peu importe que ce soit du mentorat, bénévolat, mais bénévolat, c'est vraiment intéressant parce que on va mettre nos compétences en pratique. Par exemple, moi, j'entends bénévolat, j'entends on va devoir faire de l'organisation, on va devoir faire de la coordination, on va devoir faire de la délégation, on va devoir faire de la collaboration, on va devoir faire de la communication, juste pour vous en donner quelques-uns. Puis ça, c'est toutes des choses tangibles qu'on peut ramener. Quand Amélie disait tantôt c'était gagnant-gagnant, ben tu peux ramener ça à ton équipe. Tu peux ramener ça à toi dans ton rôle comme tel aussi. C'est absolument bénéfique. Merci, oui. Et des fois, quand notre position substantielle, on n'est peut-être pas des leaders comme tels, mais si on fait partie des organisations comme ça, peut-être qu'on peut développer ses compétences puis avoir ses expériences de cette façon-là. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais juste vous rappeler aux participants, si vous avez des questions, de les inclure dans la fonction Q&A, puis de continuer à voter pour les questions que vous aimez. Donc, je vais continuer. Prochaine question, on a quel serait un exemple d'avoir du front en termes de gestion de carrière? Donc, qui aimerait commencer? Eric. Je vais y aller parce que c'est de ma faute, celle-là. Non, mais c'est parce que des fois, il faut être, tu sais, on est passionné. Puis oui, il faut avoir du fond des fois, puis dire non, je suis. Puis là, je parle spécifique à ta carrière. Je ne parle pas spécifiquement à tes responsabilités dans ton poste. Ça, c'est deux choses distinctes. Mais à ta carrière comme telle, c'est oui, il faut avoir du front, faut pas, comme un de mes bons collègues a déjà dit, c'est n'ayez pas peur de oser faire quelque chose. Je vais vous donner l'exemple à tout le monde tangible ici. Stacy, je travaille avec on a un groupe de travail qu'on a parti il y a plus qu'un an. Je travaille avec, on a décidé de collaborer parce qu'on trouvait qu'il y avait des lacunes par rapport pour les professionnels émergents dans la fonction publique. Il n'y a personne qui m'a demandé. J'ai été d'avant. Je n'ai pas demandé la permission à ma gestion. Je n'ai pas demandé la permission à mon organisation parce qu'en fait, de compte, c'est pour quelque chose qui est des jeunes professionnels. C'est un exemple que je peux vous donner, mais d'avoir du front, d'avoir un peu de. C'est pas nécessairement d'être dur et d'argumenter, c'est juste si vous croyez dans quelque chose, regardez les différentes pistes qui peut-être sont là pour vous, que vous pouvez essayer. Il y a toujours deux façons. Dans la vie, je dis toujours, il y a deux routes qu'on peut prendre. Des fois, il y a la plus facile et la plus difficile. Ça dépend des circonstances, mais je vous dirais, pourquoi pas? Pourquoi pas oser? À regarder l'environnement qu'on travaille présentement dans la fonction publique. Un peu de positivisme, un peu de oser, de passion, ça serait bien utile présentement. Absolument. Merci beaucoup, Eric. Je rajouterais aussi Oui. que, mais un petit peu qu'est-ce que Eric a dit, prendre de l'initiative. C'est montrer que on avance, même si quelqu'un ne le dit pas. Puis ça, je trouve que les gestionnaires sont tellement débordés sur qu'est-ce qu'il faut faire que des fois, ils n'ont même pas pensé à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, si vous apportez des idées sur, ben moi, tu sais, je sais qu'on fait ça comme ça présentement, mais regardez, j'ai développé une nouvelle formule ou un nouveau processus que si on le fait ça, ben ça va nous sauver une semaine de travail. Puis démontrer que c'est pas juste une idée. Alors faites comme en anglais c'est un proof of concept, là, comme euh, prouver que ça fonctionne. Tu sais, vous l'avez essayé. Fait que là, ils peuvent même pas dire non parce que vous l'avez déjà essayé. Puis ça fonctionne. Fait que vous allez vous démontrer que vous êtes une personne qui ajoute vraiment de la bonne valeur avec ses idées, puis qui sait comment faire développer des idées jusqu'à la fin. Puis, si je peux rajouter par rapport à avoir du front, un petit peu, c'est pas toujours négatif, ça peut être positif aussi. Euh, Émilie vient de dire prendre l'initiative, tout à fait, puis c'est d'être créatif en même temps par rapport à tout ça, surtout, encore une fois, dans notre contexte en ce moment. Euh, Trouver les petits endroits, justement, que vous pouvez démontrer votre valeur et de le faire d'une manière créative si nécessaire.
Oser d'être créatif. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, pour la prochaine question, moi, je l'aime bien, puis ça touche quelque chose que Eric avait mentionné un petit peu plus tôt, dans la présentation. Mais comment maintenir la motivation et l'élan dans la poursuite des objectifs d'apprentissage, en particulier lorsqu'on est confronté à des priorités concurrentes dans notre travail quotidien? Donc, peut-être, Eric, on peut commencer avec toi. Absolument. Puis c'est un excellent point. Puis écoute, c'est une vague, hein, être fonctionnaire. Même dans une journée, on peut vivre différentes émotions dans la journée, des choses qui allent bien, des choses qui allent moins bien. En même temps, c'est pour cela, moi personnellement, je regarde ça puis je me dis, ben, je veux pas perdre de vue. J'essaie d'être stratégique. Ok? Moi, personnellement, mon truc à moi, j'essaie d'être stratégique puis de voir où ce que je veux aller, pas juste le day-to-day. Tant je travaille de jour de heure à heure dans ma journée, je vais regarder stratégiquement puis vraiment à court terme, je vais dire qu'est-ce que j'ai besoin de faire dans la prochaine heure. Après ça, je vais aussi regarder qu'est-ce que j'ai besoin de faire cette semaine. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ce mois-ci? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Puis je me pose la question sur tous les sujets possibles. Mon travail, ma formation, mon mentorat, bénévolat, des relations avec des parties prenantes. So, moi, j'ai une liste que j'ai de différentes choses. Puis je me pose toujours des questions. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'essaie de le séquencer dans une période de temps spécifique pour ne pas perdre vue de ces choses-là. Mais je suis un humain comme tout le monde. À un moment donné, des fois, c'est oups, je suis rendu à mercredi, je n'ai pas fait cet exercice-là, ben il faut que je la fasse. Mais je fais cet exercice-là à chaque début de semaine. Parfait. C'est bien de voir quelqu'un d'aussi motivé. C'est inspirant. Émilie, voulais-tu répondre à la Je question? dirais aussi, sachez comment vous êtes motivé. Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que c'est de la motivation externe ou est-ce que c'est de la motivation interne? Est-ce que vous avez besoin de que d'autres personnes vous rappellent, Hey, as-tu fini ça? Pas pour vous dire, Hey, t'as pas fait tes choses, mais plus pour vous remettre la responsabilité que c'est à vous de faire ça. Des fois, je travaille avec des clients, puis euh, ils aiment recevoir des devoirs parce que ils savent que avant la prochaine session qu'on va parler ensemble, il faut qu'ils aient fait leur CV. Il faut qu'ils aient communiqué avec 5 personnes dans le domaine X, Y, Z. Alors, est-ce que vous êtes capable vous-même de vous motiver ou est-ce que vous avez besoin comme d'une pression externe? Puis les deux sont très corrects. Moi, je sais que je travaille bien avec une pression externe. Moi, j'ai zéro motivation personnelle. Mais ça veut dire que j'ai mis en place les structures pour justement recevoir de la motivation externe. Fait que j'ai un réseau de personnes à qui je dois des comptes. D'autres, ils n'ont aucun euh, rôle à jouer, mais c'est juste pour m'aider moi-même à la motivation. Puis même si des fois vous n'êtes pas capable de vous motiver, c'est correct. Tu sais, des fois, on a des hauts et des bas. Si on n'est pas capable de le faire cette semaine, on peut quand même le faire la semaine prochaine. C'est de continuer à avoir notre objectif, puis de se rendre là éventuellement. Quand j'ai commencé ma maîtrise, euh, j'ai, j'ai souvent pensé à arrêter, mais puis la seule chose qui me motivait, vraiment, c'est de me dire que si j'arrête, je vais pas pouvoir dire que j'ai une maîtrise dans 2 ans. Si je continue, je vais pouvoir dire que j'ai une maîtrise dans 2 ans. Fait qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'arrête, qui est le facile, comme Eric a dit tantôt, ou est-ce que c'est le difficile, mais que ça va porter fruit à la fin? Ouais, super, merci. C'est toujours bien de comprendre comment qu'on aime travailler, puis c'est ça, nous poser cette question-là. Qu'est-ce qui nous motive? Puis oui, effectivement, c'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine à la fin de la journée. Donc, merci beaucoup. Et Stacy, avais-tu quelque chose? J'ai pas beaucoup à rajouter parce que, mais je comprends le désir des fois d'avoir justement des devoirs ou ce que tu as ta petite liste de choses à faire. Puis moi, personnellement, avoir une liste de choses à faire, je pourrais vous montrer mon cahier de notes, mon OneNote aussi, que je peux mettre mon petit crochet puis dire que c'est fait. Mais euh, être capable de prioriser aussi, puis c'est un peu,
pas tout à fait similaire au système d'Éric, mais qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Mais justement, tu sais, regarder la semaine à venir, euh, puis je sépare beaucoup comme mon travail de tous les jours, mon travail avec le réseau professionnel parce que c'est quand même assez différent, puis il n'y a pas beaucoup de overlap, comme qu'on dit. Alors, pour moi, ça me motive comme ça. Oui, c'est sûr, on voit toutes les rencontres, mais au-delà des rencontres, c'est ça. Puis, juste comme pour réitérer, c'est correct de pas toujours être motivé. Ça m'arrive aussi. Je pense que ça nous arrive tous. On est humains, mais ça veut pas dire que si on n'est pas motivé aujourd'hui, que demain on le sera pas. Puis c'est correct. On fait juste peut-être 2 tâches aujourd'hui au lieu de 3 ou 4 ou 5. Alors c'est vraiment écoutez-vous. Puis je pense que ça c'est vous votre guide. Et juste pour rajouter, Stacy, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, que si tu as si t'as de la difficulté à te motiver pour ton objectif A, de la façon que tu as planifié de le faire, mais regarde, est-ce qu'il y a d'autres façons d'arriver au même objectif, mais d'une façon différente, qui va être plus motivante pour moi? Fait que souvent, il y a différentes choses qui vous motivent, fait que tu essayez d'utiliser la façon la plus motivante pour arriver à votre objectif, puis ça va faire que vous allez peut-être y arriver plus vite ou plus facilement. C'est peut-être une opportunité. J'aime beaucoup comment tu as expliqué ça, puis c'est peut-être une opportunité dans le futur que, ah, OK, j'ai accompli ça de cette manière-là. Réessayons-le encore une fois pour voir. Fait que c'est, ouais, j'aime bien ça. Merci, Milly. Est-ce qu'on avait autre chose avant de continuer? Non, ça va, merci. OK, super, merci. C'est très, très intéressant d'entendre vos perspectives là-dessus. Prochaine question, ça va peut-être être la dernière. Petit rappel encore de poser vos questions, c'est le moment. Celle-là, je vais peut-être la poser à Stacy en premier. Quelles sont les compétences spécifiques en leadership que vous jugez essentielles pour les jeunes professionnels, les jeunes fonctionnaires? Merci pour la question. Puis je pense que, encore une fois, c'est très, c'est personnalisé aussi. Qu'est-ce que moi je juge essentiel versus Eric, Émilie, toi-même, Maxime Claire ou les autres sur l'appel. Mais si je regarde, mettons, les compétences qu'on a regardées aujourd'hui, l'initiative, aller de l'avant, du devant, euh, c'est toujours très important parce que ça démontre justement votre manière de penser, de penser en dehors de la boîte, comme qu'on dit. Euh, puis ça va de main en main avec le côté vision, stratégie. Puis je pense que dans tout qu'est-ce qu'on fait, on devrait toujours avoir de l'intégrité, du respect. Ça revient au code des valeurs et éthiques. Alors ça, je pense que ça devrait vraiment être en tout temps, que on respecte nos collègues, on se respecte soi-même, les gens dans notre entourage. Euh, puis pas avoir peur justement de se mettre de l'avant et de parler, de communiquer. La communication, ça fait toute partie des compétences de, en général, pas juste du leadership, mais je pense de tous les jours. On a besoin d'être capable de bien communiquer à l'écrit, à l'oral. Alors, je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais pour moi, personnellement, c'est qu'est-ce que je trouve d'important. Ben, comme tu dis aussi, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais ça l'aide beaucoup d'entendre ce que tu en penses. Merci beaucoup. Puis les autres panélistes, Émilie ou Eric? Mais il y a tellement de ressources qui sont disponibles, que ce soit dans les différents ministères ou même il y a
la page sur GC Échange de développement de carrière pour euh, à la fonction publique. Puis dans ce site-là, il y a comme une section sur les compétences et les compétences en leadership. Alors, c'est une place à aller voir. Puis ensuite, de voir les emplois que vous voulez demandent quelle sorte de compétences. Euh, et de trouver les façons que vous pouvez développer ces compétences-là. Super. Merci, Eric. Oui, je veux dire, pour moi, tu sais, il y en a plusieurs. Honnêtement, il y en a plusieurs, puis chaque personne est différente pour leurs compétences, mais ce que tu vas retrouver probablement communément, c'est communication, passion, motivation. On veut innover, on veut expérimenter, on veut améliorer des choses, on veut servir aussi. Faut pas l'oublier, hein, on dessert les Canadiens et Canadiennes, même si vous ne le voyez pas, des fois, de votre poste spécifique, la connexion à le grand public, mais on dessert les Canadiens et Canadiennes. Puis je dirais aussi, en tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, puis le leadership aussi, on va essayer des choses, on va réussir, on va essayer des choses, on va moins bien réussir, on va essayer des choses, on va se planter, mais c'est correct. C'est partie du jeu, ça vient avec ce beau, merveilleux monde de la fonction publique. On va apprendre de ça. Comme ils disent parfois, c'est on va apprendre de nos succès, mais on va en apprendre surtout plus de nos faillites. Alors, je vous pensez-y. Excellent. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est toutes les questions qu'on a pour aujourd'hui. Donc, ouais, je sais que, en tout cas, j'ai beaucoup appris de chacun d'entre vous aujourd'hui, puis j'espère que les participants ici, vous avez beaucoup apprécié. Donc, vous pouvez revisiter cet enregistrement sur la page YouTube du FIN RJFF la prochaine fois que vous avez des questions à ce sujet. Donc, un petit rappel de ce qu'on a couvert aujourd'hui. Donc, on espère que cette session vous a permis premièrement, d'acquérir une compréhension approfondie des évaluations de gestion de rendement et de leur contribution à votre développement professionnel, de naviguer à travers les subtilités des ententes de rendement, déterminer les critères de succès professionnel et découvrir des stratégies pour documenter vos réalisations, d'apprendre à utiliser les évaluations de gestion de rendement comme outil en croissance personnelle et organisationnelle, en veillant à ce que votre performance soit parfaitement alignée avec les objectifs de l'organisation, d'explorer lors de la création des plans d'apprentissage personnalisés qui s'alignent avec vos aspirations professionnelles et les objectifs de l'organisation, de comprendre les compétences en leadership adaptées aux nouveaux fonctionnaires en offrant des aptitudes et des connaissances essentielles pour exceller dans vos fonctions et dernièrement, de découvrir des informations consolidées sur les formations et ateliers pertinents et explorer les possibilités de micro-missions et d'affectation. Donc, c'était beaucoup. On a beaucoup couvert aujourd'hui. Nous avons le temps pour une dernière question de sondage. Les résultats de ce sondage ne seront pas communiqués. Donc, cette session a-t-elle été un usage judicieux de votre temps? Je vais vous donner un petit moment. Donc, pendant que vous répondez à la question, merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Ceci conclut la dernière session de notre série d'apprentissage virtuel Démarrer votre carrière du bon pied. Donc, quelques points avant de partir. En outre, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, le RJFF, organise des journées d'apprentissage en personne à travers le pays tout au long de l'année. Nous avons ajouté de nouvelles villes à notre programmation et vous pouvez voir si nous venons près de chez vous en consultant la liste de villes et de dates sur notre page Wiki. L'inscription est gratuite et vous ne voudrez pas manquer cette occasion de réseautage. On a parlé de ça un peu plus tôt aujourd'hui, c'est très important, les réseautages. Donc, cette année, nous avons également lancé une nouvelle initiative à l'intention des employés désireux euh, d'explorer ce qu'impliquent les fonctions de gestion et de direction, donc le Forum des futurs dirigeants.
Le Forum des futurs dirigeants du RJFF est une journée dynamique de développement du leadership pour inspirer, équiper et donner aux futurs dirigeants les outils dont ils ont besoin pour réussir dans un monde en constante évolution. Ce forum est conçu pour débloquer le potentiel, favoriser la croissance et préparer les individus à jouer un rôle de premier plan au sein de leur organisation et au-delà. Le programme complet avec les dates et les heures du forum est disponible sur notre page wiki. Donc, il y a beaucoup d'informations sur cette page-là, il faut la visiter. Aussi, participer à la série Carrière sous les projecteurs à tous les mardis de juin à août pour découvrir des emplois intéressants, des responsabilités courantes et des idées fausses de la part des futurs dirigeants de leur département, de leur ministère. Ce n'est que le début d'une aventure passionnante pour vous, donc on vous encourage de participer. Encore une fois, ces ressources sont disponibles sur la page wiki et cet enregistrement sera disponible sur YouTube, la série de balados ou de podcasts aussi. Euh, donc, un gros merci à tous nos merveilleux panélistes. Donc, bravo. Et à vous tous de continuer à prendre votre carrière en main et de mettre de côté du temps pour investir dans votre avenir professionnel. C'est très important. Puis la vie bouge vite, comme on a parlé un peu plus tôt, mais c'est important de prendre un peu de temps pour ça. Nous vous remercions de votre soutien continu à RJFF et bonne journée à tous et à bientôt. Merci.